Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le Premier ministre Sébastien Lecornu renonce à son renoncement et a finalement annoncé hier qu'il utiliserait le 49.3 pour faire adopter le budget 2026. Un passage en force qui valide notamment le deal passé avec le Parti Socialiste afin de s'éviter la censure. On en parle avec le député du Rassemblement National de la 3e circonscription de Vaucluse, Hervé de Lépinot. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Bonjour Hervé de Lépinot, merci d'être avec nous en studio sur Sud Radio pour débattre de ce retour du 49.3. Tout d'abord, bienvenue sur votre territoire natal. Vous êtes né à Boulogne-Billancourt. Exactement. Donc vous êtes ici chez vous, mais vous êtes l'élu d'un territoire qui m'est très cher, dans le comté avenassin, et vous êtes conseiller départemental de Carpentras. Je rappelle pour les plus jeunes qui nous écoutent que voilà, vous êtes sur le siège qu'a occupé Marion Maréchal et Julien Aubert, qui sont des personnes. Alors non, pas Julien Aubert. Julien Aubert, c'était le député de la 5e circonscription. La 5e, exactement, ouais. C'est à côté. Voilà. Mais vous, c'était la circonscription de Marion, dont j'ai été le suppléant de 2012 à 2017. Et vous êtes au municipal opposé au maire sortant, qui était de M. Francis Adolphe, le Parti Socialiste. Voilà. Donc il y a une vie politique locale assez animée dans ce coin de paradis. J'appelle vraiment un coin de paradis qui est en train de dépérir totalement. Culture de la truffe, de la fraise, la cerise de Venasse, les tragédies. Je vous réinviterai un jour pour parler de ce territoire parce qu'il mérite. Il est tellement symbolique des souffrances que traverse ce pays et des gâchis auquel on est confronté. Là, je vous invite. Alors, je dis, au secours, le PS revient. C'est moi qui le dis, hein, monsieur le député, je ne vous le fais pas dire. Avec cet usage du 49.3, pour lequel le Premier ministre Sébastien Lecornu s'était engagé à ne pas en faire usage, considérant qu'effectivement, le 49.3 est réducteur du droit du Parlement à l'Assemblée nationale. Et puis finalement, on y revient. Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, je trouve qu'il est particulièrement dangereux pour un Premier ministre de renoncer de facto et de manière officielle à un outil qu'offre la Constitution. Donc je pense que ce jour-là, M. Lecornu aurait mieux fait de se taire. Mais toujours est-il qu'il a pris un engagement devant les Français. Et force est de constater que 3 mois plus tard, l'engagement n'est pas tenu. C'est un service énorme qu'il a rendu au 49.3. Il en a démontré l'utilité. On se dit, mais ce 49.3 qui est réducteur quand même du droit de l'Assemblée nationale, puisqu'il permet au gouvernement de faire passer une loi sans vote. On a dit, mais que le général de Gaulle, Michel Debré, quand ils ont fait cet article, c'était à l'époque parce qu'ils avaient des problèmes de majorité. Et là, on se rend compte que le 49.3, dans une situation donnée, avec un blocage des institutions, il est très utile. Merci Sébastien Lecornu, n'est-ce pas, pour le 49.3 ? On est en train... Non, parce que je pense qu'il s'est émoqué des Français et des parlementaires. Ah, vous pensez ça ? Oui, parce que à partir du moment où vous avez... Je pense qu'il aurait aimé. Non, il aurait rêvé faire passer la loi au vote. Alors moi, je vais vous donner mon sentiment profond. Là, avec ce que vous dites, soit M. Lecornu est un naïf, soit c'est un cynique. Je pencherai plutôt pour la deuxième solution. Bon, et moi pour la première. Bon. Conclusion, la loi va passer, le budget va passer quand même très, j'allais dire, biscornu, amoindri, retouché, avec une très forte influence quand même du Parti Socialiste. Ce qui est dramatique, puisque vous avez un nain politique qui est devenu le Parti Socialiste, 1,7% à la dernière présidentielle, qui devient la variable d'ajustement d'un gouvernement qui n'a pas de majorité, bien que, et je voudrais que les auditeurs l'entendent, ce gouvernement donc, qui est fait de briques et de broc se retrouve sous le vocable socle commun. Eh bien, lorsqu'on fait la somme des groupes parlementaires qui constituent ce socle commun, LR, Horizon, UDI, Modem, Renaissance, on arrive à 53% des députés. Ce qui veut dire que formellement, M. Lecornu avait une majorité absolue. Oui. Le problème de ces députés, c'est qu'ils soutiennent le gouvernement comme la corde soutient le pendu. Donc ils ne siègent pas. Là, je l'ai vu sur les débats de la semaine dernière. Grosso modo, les 3/4 des députés du socle commun n'étaient pas dans l'hémicycle. Ah. Paradoxal. Alors, 68 députés au PS, malgré les 1,7 du score à l'élection présidentielle. Je vous rappelle 68 députés grâce au vote du Front républicain, qui ont été élus avec des votes des électeurs de droite, du centre, qui ne pensaient pas comme eux. Donc, merci le Front républicain pour avoir obtenu une situation totalement ubuesque. Est-ce que vous reprenez un peu les propos de Jean-Philippe Tanguy, le président de votre groupe, qui dit « Vous avez eu une majorité pour repousser les motions de censure ». Où est cette majorité pour faire passer le budget ? Pour faire passer le budget. Alors, ouais. Mais comme ils sont en fait sur une construction complètement baroque, hétéroclite, les intérêts sont totalement divergents. Mais
connaissez la bonne formule paysanne, hein, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Oui. Bon, et aujourd'hui, force est de constater que les LR seront une fois de plus les cocus de l'affaire, puisque M. Wauquiez, la main sur le cœur, nous répète à l'encan non, surtout pas d'augmentation d'impôts. Or, quand un gouvernement aux abois deal avec le Parti socialiste, il deal avec le parti qui, dans son essence même, ne propose que l'impôt et la taxe. Députés LR qui ont également été élus avec des voix de gauche, c'est la contradiction. On peut dire que le RN et l'UDR sont le seul groupe qui ont été élus par leur peuple. Hein, on peut le dire, oui. Personne n'est allé voter RN ou UDR en se pinçant le nez, comme ça a été le cas pour le Front Populaire ou pour les Républicains. Pour autant, pour revenir sur le 49.3, est-ce que, oui ou non, alors je m'adresse aux députés, est-ce que finalement il a son utilité? Alors, à utiliser avec parcimonie, c'était ça l'esprit de la Ve République, est-ce qu'il peut avoir son utilité dans un cas comme celui-là? Pour moi, il est le constat d'un échec, c'est-à-dire que le Premier ministre n'a pas été capable de présenter une feuille de route qui pourrait fédérer un maximum, une majorité de parlementaires. Donc c'est en quelque sorte un coup de sifflet final d'une partie qui n'est pas allée à son terme. Alors je pense toujours, moi, aux parlementaires, mais également aux administrateurs de l'Assemblée, qui phosphorent quand même depuis des jours et des jours, et qui voient leur travail partir à la poubelle. Puisque, en définitive, c'est la feuille de route que va redessiner, réécrire le gouvernement avec, comme Pygmalion, le Parti socialiste. Et c'est un constat d'échec, quoi. Il faut dire les choses très simplement. Le Parti socialiste, qui du coup est totalement en rupture avec la France insoumise, qui les accuse de sociotraîtres et de collaboration avec la droite, on est, j'allais dire, dans le désœuvrement total. C'est une partie de Je te tiens par la barbichette qui finit lamentablement. Qui finit lamentablement au détriment de l'économie française, puisque je suis désolé, mais il y a pratiquement 8 milliards d'impôts. Alors venons-y, le contenu de ce budget. Alors ce 49.3 va permettre de faire passer quel budget? Alors, on essaye d'avoir les infos. Puisque pour l'instant, ça n'a pas fuité dans le détail. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que le rapporteur de la Commission des Finances s'en est ému ce matin à la réunion des présidents, en disant « Je suis quand même quelqu'un d'assez essentiel dans le dispositif, je ne connais toujours pas les contours précis. » Monsieur Coquerel ne sait pas ce qu'il y a dans le budget. Non, c'est pas Monsieur Coquerel, c'est le rapporteur. Le rapporteur, lui, Coquerel, c'est le président. Exactement, là, c'est le rapporteur. C'est le rapporteur. Donc, on est dans une situation où le gouvernement cache sa copie pour la révéler le plus tard possible. Alors, normalement, nous allons avoir un premier 49.3 sur le volet des recettes, mais il faut que les Français sachent qu'on n'a toujours pas évoqué dans le cadre des débats parlementaires le volet dépenses. Or, le volet dépenses, ce sont les fameuses économies. Et en ce qui concerne le Rassemblement national, dans le cadre de notre contre-budget, nous avions 50 milliards d'économies à proposer pour non seulement enrayer la machine infernale des intérêts de la dette, mais également ramener le déficit à quelque chose de supportable. Puisque le Premier ministre était si soucieux de tenir compte de l'avis de l'Assemblée, du Parlement, mais de l'Assemblée nationale au complet, selon ses sensibilités, est-ce qu'une de vos suggestions, propositions a été retenue? Strictement aucune. Aucune. Donc on continue dans le système macronique depuis 2017. C'est-à-dire toujours plus de dettes, toujours plus de déficit, toujours plus de démagogie et en fait c'est la politique du pire, c'est-à-dire qu'en 2027, puisqu'on sait qu'il y aura a priori quand même une alternance, eh bien on va laisser la situation la plus pourrie qui soit à ceux qui seront en charge des affaires de l'État. Et surtout ne jamais écouter l'opposition. Jamais. Et passer en bloc. Alors arriver à passer en bloc sans avoir de majorité nette comme c'est le cas, c'est quand même une prouesse. C'est pour ça que finalement ils ont besoin du 49.3. Ce gouvernement peut tenir, si on va jusqu'à la présidentielle, on est à un peu plus d'un an encore de délai. Vous pensez que la France peut être gouvernée de cette façon ou Alors déjà, il tient parce que les députés qui sont à l'origine de tout ce que vous avez décrit sont rivés sur leur siège de parlementaire comme des moules sur leur rocher. Donc le drame, c'est que des intérêts particuliers ont totalement étouffé l'intérêt général. Hervé Despinot, ils ne font que reculer pour mieux sauter. La facture arrivera quand même. Oui, mais entre-temps, les dégâts seront faits. J'étais hier à l'Assemblée, au vœu de la CAPEB Vaucluse, donc c'est cette association qui regroupe des artisans. L'artisanat, donc le bâtiment en France, est aux abois. Et vous connaissez la formule, quand le bâtiment va, tout va. Et en ce moment, le bâtiment, il va pas bien du tout. Alors, il n'y a pas que lui qui va pas bien du tout, mais lui, c'est un signal. Voilà, c'est un signal très fort, parce qu'il y a
beaucoup d'inertie dans cette filière économique. Donc nous avons le Mozart de la finance qui a mis le pays à genoux. Vous avez le Premier ministre qui a le culot de dire dans les médias, dans sa conférence de presse crépusculaire, que le Rassemblement national aurait saboté son budget. Non, nous on a fait notre travail d'opposant, on a déposé des amendements et je le répète, si les députés qui sont censés le soutenir ne siègent pas dans l'hémicycle, eh bien il ne peut pas nous reprocher, nous, d'être présents, et nous étions bien présents et en nombre. Monsieur le député, au vu de ce fiasco, on va faire un petit peu de politique fiction, est-ce que vous pensez que le moment est venu pour les Républicains, le Rassemblement national, l'UDR, de se mettre autour d'une table et d'autres partis, j'allais dire, qui veulent un peu sauver la France pour se mettre d'accord sur un programme gouvernemental? C'est prématuré. Alors dire qu'on va se mettre autour d'une table, c'est une déclaration d'intention. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Alors voilà. Vous avez mais déjà, se mettre autour d'une table, ça serait bien. Ensuite, mais déjà, on va se mettre l'un à côté de l'autre dans l'hémicycle. Oui. Ce qui est déjà le cas, d'ailleurs, sur un plan strictement géographique. Oui. Mais vous avez jeudi la niche parlementaire du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Le Rassemblement national sera présent en nombre de députés pour soutenir les textes que nous considérons utiles pour le bien commun et l'intérêt général. Ça peut être réciproque. Ça peut être réciproque. Alors, on a eu une petite réciproque, c'était sur la nécessité d'abroger les accords de 68, donc entre la France et l'Algérie. Et nous avons pu faire passer ce texte parce que les Républicains s'étaient un petit peu mobilisés. Donc, vous voyez, en fait, il ne faut pas des déclarations d'amour, il faut des signes d'amour. Il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Hervé Despinot, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et voilà, je vous réinviterai pour parler du Vaucluse, du comte à Venessin, et certainement des vicissitudes de la vie politique française et parlementaire. Merci beaucoup. Merci.